Dernier jour du mois d'avril, mercredi 30 avril, nous allons aujourd'hui commenter l'actualité qui est bien chargée avec Virginie Leguet. Bonjour, chef adjoint au service politique de Paris Match. Paris Match avec Jean Dujardin à la une. Jean Dujardin amoureux de Nathalie. Nathalie, c'est la patineuse. Voilà, tout sur cette rencontre. Et puis à lire également un article que vous avez signé sur Madame Cahuzac, un article où vous racontez sa colère. Voilà, on voit la coupable idéale, je signale, parce qu'il est absolument passionnant. Je suis ravie Patrick, non, mais c'est vrai. Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité, bonjour, député européen, groupe confédéral de la gauche unitaire européenne, dont vous êtes le vice-président. Je signale également le hors-série sur Jean Jaurès, qui était le fondateur de l'Humanité, faut-il le rappeler. Oui, à l'occasion, à l'occasion du centenaire de sa mort. François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Bonjour François. Valeurs Actuelles, ce sont ces assistés qui ruinent la France à la une. Et puis Roland Quérol, bonjour. Directeur de recherche associé à Sciences Po, directeur du CETAN, c'est le Centre d'études et d'analyse. Les unes de la presse de ce matin. On va commencer avec l'Humanité. Thierry Lepan appelle les salariés à un 1er mai de colère. Croyez-vous qu'il sera entendu ? Que les salariés descendront dans la rue ? Il y a beaucoup de colère et je crois qu'il y aura beaucoup de monde dans les rassemblements. Oui. Et puis Valls face à une fracture durable, c'est ce que vous retrouvez à la une de pratiquement tous vos quotidiens, évidemment avec l'information Alstom, les Échos, ce que General Electric promet à Hollande. On va évidemment y revenir. Libération, alors avec cette double une, cinéma, l'invasion des super-héros avec Spider-Man, et puis un jeu de mots avec Valls sur un fil à propos du plan d'économie. Le Parisien, une majorité au rabais, c'est à propos du vote d'hier, et puis également dans tous vos journaux, l'affaire Halimi, le film choc, ce qui sort aujourd'hui en salle. Le Figaro, Valls PS, la confiance ébranlée, et puis malgré la pression du gouvernement, Alstom privilégie General Electric. C'était hier soir le conseil d'administration. Vous le savez, s'est prononcé pour General Electric, mais le feuilleton n'est pas tout à fait fini. L'Opinion, comment Valls veut refonder sa majorité. Et puis Le Point, alors cette une, 25 recettes pour être heureux, même sous François Hollande. Alors ils ont quand même trouvé Le Point, un moyen de mixer on va le dire un marronnier quand même. Et puis, oui, on peut être heureux sous François Hollande. Et puis, Grazia, alors c'est un sondage qui va vous passionner. Roland, vous qui êtes spécialiste des sondages. C'est deux femmes sur 3 préfèrent un bon repas à faire l'amour. Voilà, ça vous paraît sérieux ? C'est décourageant, je trouve, pour les hommes, non ? C'est pas décourageant ? Ouais, mais moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais ce qu'elles disent dans ce sondage qui est tout à fait intéressant, c'est que 72% d'entre elles préfèrent renoncer, préfèrent ne pas coucher, plutôt que de faire un régime. C'est-à-dire qu'elles se disent, je préfère être gros. Alors, préfère être gros, c'est un peu trivial, mais je préfère être grosse et ne pas avoir de mec, plutôt que de me priver de la nourriture. C'est un sondage plutôt amusant dans une actualité un peu sérieuse. Vous n'avez jamais fait des sondages, si ? Oh, j'ai vu faire pire. Vous avez dû faire pire. Dans les sondages. Voilà. Parlons de Manuel Valls et donc de son plan d'économie qui a été adopté. On s'en doutait hier. 41 députés tout de même se sont abstenus. Ils n'ont pas voté ce plan d'économie de 50 milliards. Alors, petite question rapide. C'est un échec? C'est un succès en demi-teinte? Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur ce vote? Écoutez, je dirais que c'est un sérieux coup d'avertissement pour la majorité. C'est quand même 41 députés du groupe socialiste qui s'abstiennent sur un texte très important du gouvernement, parce qu'on dit un texte consultatif, enfin quand même, quoi. Ouais. On apprend aux étudiants à Sciences Po qu'il y a deux façons pour un député de sortir de la majorité, soit pas voter la confiance, soit pas voter le budget. Là, un pacte qui engage le pays pour 3 ans et qui va engager les 3 exercices budgétaires qui viennent, c'est quelque chose de très lourd, même si le vote n'est qu'indicatif. Oui. Et Manuel Valls avait dramatisé la situation pour bien le montrer, que malgré ça, malgré ces pressions très fortes, il y en a 41 qui ne veuillent pas le voter, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir gérer maintenant. Il y a eu une telle panique à bord chez les députés socialistes depuis les élections municipales et la débâcle qu'ils ont subi, qui sont tous en train de se dire, mais si ça continue comme ça, on perd tous notre siège. Ouais. Hollande nous emmène dans le mur. Ouais.
Et donc, il ne respecte pas cela, 41 quand même, hein, la plus élémentaire discipline parlementaire traditionnelle. Ouais. Il va falloir que Valls déploie tout son talent politique pour essayer de colmater les brèches, parce qu'on ne peut pas aller comme ça jusqu'à la fin d'un quinquennat. Ouais. Alors, c'est pas du tout ce que ressent évidemment Manuel Valls, ni le gouvernement. Écoutez les réactions ce matin, donc au lendemain du vol, c'est Manuel Valls, pour commencer, qui était sur France Inter. Moi, j'ai le sentiment profond que cette feuille de route et que le vote de hier me donne de la force. Ce n'est pas une défaite du Premier ministre, le texte est passé. Il est passé avec une majorité de gauche. La majorité est fragilisée, est-ce qu'elle est menacée, Stéphane Le Foll? Non, elle n'est pas menacée. Il y a eu un vote de soutien. Et nous allons donc travailler avec l'ensemble des parlementaires, y compris avec ceux d'ailleurs qui se sont abstenus. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'objectif, dans l'après. Il y a eu un débat, il y a eu des doutes, il faut maintenant avancer. Donc ce matin, il faut arrêter la fronde. Ce matin, il faut passer à autre chose. Voilà, donc le mot d'ordre, c'est il faut passer à autre chose. Manuel Valls dit ce vote me donne de la force. Évidemment, il aurait difficilement pu dire autre chose. Ça vous fait sourire. On parle quand même avec naturel la langue de bois, tous. Hein. Oui. C'est vrai que Aurélie, qui a écouté toutes ces interviews, a vraiment eu du mal ce matin parce que c'était vraiment très, très langue de bois partout. Passer à autre chose, non, parce que nos concitoyens, ils vont subir désormais ce qui est en train de se passer là, en matière de protection sociale, en matière de dépenses publiques sur les crédits publics et pour les collectivités territoriales, donc on ne peut pas se faire. Mais ce qui est en train de se passer là est extrêmement important, puisque d'abord, les députés socialistes qui n'ont pas voté cela, ils sont conformes au programme de François Hollande, qui avait dit « je ne ferai que 20 milliards jusqu'à 2017 ». Voilà maintenant qui nous en emmène à 50 milliards, qui vont peut-être devenir 62 en vérité. Et troisième question fondamentale, c'est la manifestation de ce qui est en train de se passer dans les circonscriptions, c'est-à-dire les parlementaires socialistes comme les autres, eh bien, ils sont en but de ce que leur disent les concitoyens. Ils disent, nous ne vous avons pas élus pour cela. Et aujourd'hui, vous faites une politique dont on dit que c'est des économies, mais n'oublions jamais que c'est pour donner 40 milliards aux grandes entreprises, prétendument pour faire de l'emploi quand même. Oui. François ? Oui, passer à autre chose, c'est une phrase qui n'a pas de sens. Parce que ça veut dire, bon, on s'est beaucoup bagarré jusqu'à hier soir, on a voté, maintenant c'est fini, on se met au travail. N'en parlons plus. Mais non, car se mettre au travail, ça veut dire proposer chaque fois les mesures au vote. C'est-à-dire que les mêmes vont être appelés à revoter pour le collectif budgétaire, puis à revoter pour le budget. Or, ce que l'on note, c'est que la confiance a été accordée à 306 voix. Oui. Et effectivement, vous en avez 41 de moins dans le vote d'hier soir. Et la question, c'est que le vote d'hier soir s'appliquait sur un plan général. Le Premier ministre n'a en rien détaillé le contenu des mesures d'économie qu'il a fait voter. En revanche, ces mesures d'économie, il devra les présenter à nouveau au vote. Et chaque fois, il aura le même débat et probablement le même débat en pire. Oui, donc je comprends qu'il veuille passer à autre chose, mais malheureusement, non, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, ce n'est que le début de quelque chose. Virginie, même analyse. Je dirais deux choses. François Hollande est rattrapé par sa propre campagne, qui a été tout sauf une campagne de vérité, de réalité, de voilà ce qu'on va faire des efforts, je vais vous emmener dans le dur, les chiffres sont pas bons. Il a fait tout sauf ça. Donc forcément, ceux qui disent on n'a pas voté pour François Hollande pour ça aujourd'hui, d'une certaine façon, ils ont raison. Autre chose, le vote d'hier n'était que consultatif. Le collectif sera un vote qui n'est pas du tout consultatif. Donc on a vu l'engagement de Manuel Valls sous ces derniers jours pour les voir, les députés récalcitrants, leur téléphoner, essayer de les convaincre. Il n'est pas absolument sûr qu'on arrive à des chiffres pareils pour le collectif budgétaire. Moi, je pense quand même, peut-être suis-je optimiste, que les députés qui aujourd'hui ont manifesté leur mécontentement, parce que toutes les semaines, quand ils vont dans leur circonscription, ils entendent les gens leur dire « ça ne peut pas durer comme ça, on ne peut pas continuer comme ça », et quand ils rentrent à Paris, ils se disent « il faut qu'on vous raconte ce qu'on entend », mais malgré tout, je pense qu'au moment du collectif budgétaire, c'est vrai que c'est un acte fondateur et j'imagine qu'ils vont, ou une partie d'entre eux, rentrer dans le rang. Oui, alors je propose qu'on réécoute Manuel Valls hier, le mot qu'il fallait retenir de son discours à l'Assemblée, c'était « j'assume ». Écoutez. J'assume, oui, j'assume les choix qui sont faits.
J'assume, oui j'assume, car c'est le choix de la cohérence. Oui j'assume, car c'est le choix de la croissance et de l'emploi. J'assume, car c'est le choix des réformes de l'avenir qui ont trop tardé. J'assume, car c'est le choix d'une fierté et d'un optimisme retrouvé dont notre pays a besoin. J'assume, oui j'assume, car c'est le choix de la confiance. Voilà, j'assume. Donc c'est le même peut-être qui avait écrit le texte de François Hollande, moi président. J'assume. Et ce matin sur France Inter, il dit également qu'il assume le réformisme et la social-démocratie. Ce j'assume, vous me faisiez remarquer avant l'émission que Nicolas Sarkozy l'avait également prononcé. C'était ses premiers mots le jour de son investiture à l'Élysée en 2007. Donc le j'assume. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que en réalité, il l'assume d'autant plus que ce plan, en réalité, n'est pas le sien. Il n'avait pas le temps de le préparer, ce plan. Il a été préparé d'abord par François Hollande et ses équipes et celle de Jean-Marc Ayrault. Et donc, il l'assume d'autant plus qu'en fait, il n'a eu aucune liberté politique dans cette affaire. Mais simplement, il est le responsable, il est le Premier ministre. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, ça aussi? C'est le président de la République qui doit assumer. C'est normalement son rôle. C'est celui du Premier ministre, c'est évidemment d'exécuter la politique du président de la République. Donc, ce j'assume restera. Il est évident qu'il restera. Il restera avec à côté le résultat, c'est-à-dire les fameuses 41 voix de moins qui sont en réalité 75 députés de gauche de moins. Oui, Virginie. Il restera d'autant plus qu'il dit quelque chose du rapport de Manuel Valls et de François Hollande. Je trouve que Manuel Valls s'exprime en son nom, mais au nom de toute la majorité, mais au nom presque du gouvernement, mais au nom presque du président de la République. Et que ça me frappe beaucoup depuis quelques jours. Il est partout, sur tous les fronts. Il est omniprésent. Et on oublie un peu que derrière, il y a un président de la République qu'on voit d'ailleurs pas beaucoup, qu'on n'entend plus beaucoup. Et je ne suis pas sûre que leurs relations à tous les deux vont se dérouler comme ça, si facilement que ça, surtout quand on va approcher d'échéances électorales très importantes. Oui, j'assume. Moi, je n'ai pas tout à fait cette impression. Je pense qu'au contraire, il est là pour ça, quoi. Il a été mis parce qu'il y en avait assez du ronron par rapport à l'opinion de Jean-Marc Ayrault, qu'il fallait faire exactement la même politique, mais en donnant le sentiment d'une communication agressive, énergique, entraînante. Et il fait le boulot. Et en effet, François a raison. J'assume, ça ne veut rien dire d'autre que j'assume la politique décidée par le président de la République. Un plan. J'assume pas, quoi, en gros, c'est ça? Non, ça veut dire je l'assume. Devant vous, mesdames et messieurs les députés, j'assume cette politique qui a été décidée. Et je crois que c'est vraiment la ligne de Manuel Valls. Il n'est plus Manuel Valls. Oui. Il est au service de la politique nouvelle et il fait son boulot de communication envers l'opinion. Et d'ailleurs, ça, il le fait pas mal. Hein. Le fait que ça marche pour lui dans l'opinion depuis qu'il est Premier ministre montre que, de ce point de vue, ça n'a pas été une erreur de Hollande d'aller le choisir. Mais il n'est pas là pour faire la politique de Manuel Valls. Il n'est pas là pour faire la politique de son dernier bouquin. Il est là pour mettre en musique les grandes orientations de François Hollande. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir le moindre risque de quoi que ce soit entre eux. J'aimerais partager votre optimisme. Ah, mais moi, ce n'est pas un problème d'optimisme, c'est que je pense qu'ils ont un intérêt mutuel à travailler comme ça. Moi, je trouve que les intérêts de Manuel Valls sont différents de ceux de François Hollande. Sans doute, mais il y a une répartition des tâches, ça c'est net. François Hollande fait tout pour se mettre en orbite pour la prochaine élection présidentielle et tenter, s'il peut le faire, de se préserver. D'un autre côté, peut-être un peu ce que vous dites, Virginie, peut-être de griller le Premier ministre comme on le fait souvent dans cette République. Mais le Premier ministre, il a aussi pour tâche d'aller chercher dans d'autres sphères que la gauche. Ah. Et après le vote, après ce vote qu'il y a eu hier, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, nous préférions que ces députés socialistes rebelles nous rejoignent dans un front un petit peu nouveau pour essayer d'infléchir la politique du côté gauche. Oui, certes. Vous leur avez fait des offres de débauchage? Non, mais il y a quelque chose à creuser parce qu'il y a une politique alternative de gauche. Patrick Le Yarrick, il faut s'arrêter. C'est l'heure du rappel des titres et on continue tout de suite après.
Deuxième partie de Choisissez votre camp. Avant de parler d'Alstom, nous parlons donc de Manuel Valls et du gouvernement, de ce plan d'économie hier qui a été voté par l'Assemblée, moins les 41 députés socialistes récalcitrants qui se sont abstenus. Vous disiez avant le rappel des titres que vous auriez espéré créer une sorte de groupe qui vous rejoigne. C'était un peu utopique, non ? De créer une autre gauche, finalement. Voilà, ce n'est pas utopique. Je crois qu'on peut penser aujourd'hui à un rassemblement avec les électrices et les électeurs socialistes, mais qui veulent une vraie gauche, et aussi des élus. Il y a beaucoup d'élus municipaux, de maires, et là, dans l'occurrence, des parlementaires, pour éviter ce qui peut se produire, c'est-à-dire peut-être cette tentative de recherche d'une nouvelle alliance avec une partie de la droite dite centriste. Ça, c'est une option possible aujourd'hui. Oui, parce qu'en effet, dans le vote d'hier, il y a un autre élément historique, entre guillemets. C'est le vote d'abstention de la majorité du groupe centriste. De la majorité du groupe centriste. Alors, naturellement, ça n'aurait rien changé en refaisant les calculs, etc., s'ils avaient voté contre à la majorité obtenue par Manuel Valls. Sauf en politiquement. Politiquement, ça veut important, dire quelque absolument. chose. Et c'est la poursuite de toute une série d'initiatives qui ont été prises depuis 3 semaines au lendemain des municipales. L'élection de François Bayrou, qui voit très bien Manuel Valls. Ensuite, l'hommage rendu à Dominique Baudis, avec tous les élus de la majorité, etc. De l'opposition, du centre et de droite. Et donc, tous ces signes font que on se dit, après tout, peut-être il y a des gens qui peuvent travailler ensemble. Et les explications de vote de Philippe Vigier hier étaient, de ce point de vue, tout à fait intéressantes. C'est-à-dire montrer en quoi le plan Valls va dans la bonne direction et qu'il s'agit pour le moment de demi-mesures. Alors, ça signifie, nous allons vous accompagner si nous serons constructifs, si vous allez plus loin. Évidemment, pour la gauche du Parti socialiste, c'est l'abomination. Moi, ce qui me chagrine un peu dans cette affaire, c'est que on est devant un grand débat sur de grands problèmes à partir de textes qui posent de sacrées questions. Et j'ai le sentiment que domine beaucoup dans les calculs quelque chose d'assez politicien. Cher Roland, vous n'avez pas assez d'expérience. J'ai quelques heures de vol, mon cher. Il me semble qu'il y avait beaucoup chez les députés socialistes grincheux que j'ai rencontrés de calculs de congrès, déjà. Le congrès du Parti socialiste est dans un an, c'est sûrement une chose historique. Mais enfin, il y a plus important que de s'occuper de ces batailles de congrès. Et j'ai eu le sentiment que ça pesait beaucoup et que ce n'était pas un hasard si les aubristes étaient très à la manœuvre dans cette affaire. De la même façon, j'ai trouvé que les députés verts qui me disaient « on a bien compris, nous être éloignés du gouvernement, nous a rapporté aux municipales, il faut qu'on soit encore plus autonome, ça marchera encore mieux aux européennes ». De la même façon, Gégaud, il veut exister comme centriste, autonome par rapport à son grand allié, donc il montre qu'il n'est pas complètement lié à l'UMP. On pourrait continuer le tableau sur l'ensemble des groupes, mais réellement, moi je trouve que ce Parlement donne un peu le sentiment de ne pas être tout à fait à la mesure des enjeux pour la France, pour l'avenir de l'Europe, etc. Et que tout ça est un peu politicien. Mais ces calculs de la classe politique de droite comme de gauche, et y compris même les calculs du président de la République, dont on a bien compris il y a quelques semaines que finalement son inquiétude, sa hantise, son idée fixe, c'est 2017 et l'élection présidentielle, ne font à mon avis qu'alimenter la méfiance, pour ne pas dire la détestation croissante des Français vis-à-vis de la classe politique traditionnelle parlementaire. Et moi, je crains qu'au moment des européennes, qui sont très proches maintenant, on va voir ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire que le Front National va faire des scores extrêmement élevés, va obtenir une fois de plus des résultats dont on dira « Ah mon Dieu, c'est incroyable la progression » et en termes de voix et en termes de sièges. Et ça, c'est alimenté par ce qu'on voit tous les jours, qui sont le double discours, la langue de bois, les arrière-pensées, exactement ce que vous disiez, mais partagé collectivement par la droite et la gauche. Et ça ne s'est pas prêt de s'arrêter. Allez, je voudrais qu'on parle d'Alstom. Alstom, la question ce matin, c'est l'État pouvait-il ne pas savoir? Écoutez ce que disait hier Arnaud Montebourg à l'Assemblée nationale à ce sujet. Et M. Patrick Ron m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance.
Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Voilà, donc c'est séquence relativement surréaliste parce que on se demande à qui doit s'appliquer le détecteur de mensonges. Oui, c'est un peu le sentiment parce que comment imaginer que le gouvernement n'ait pas été au courant de la situation d'Alstom depuis des mois? Mais je pense que ça n'est pas envisageable. Non. Je pense que. C'est-à-dire que quand même, depuis l'affaire SFR, oui. dont le gouvernement s'était beaucoup mêlé, et alors qu'on savait que Bouygues était à la recherche d'autres solutions industrielles, tout le monde savait que Bouygues voulait se défaire de son paquet d'actions Alstom, et donc il y avait dans l'air de l'arrangement industriel. Donc peut-être c'est pas arrivé jusqu'à Montebourg, mais je pense que c'était pas le détecteur de mensonges qu'il devrait avoir, c'est plutôt un détecteur de réalité. C'est bien parce qu'ils l'ont appris par une dépêche donc de Bloomberg TV, donc entre Manuel Valls qui apprend les écoutes par Le Monde et le ministre de l'Industrie. Les médias jouent un rôle important. Très important. Vous n'y croyez pas non plus. Non, donc déjà il faut savoir que Clara Guémard dit qu'elle avait prévenu Arnaud Montebourg. Général Electric. Oui, en lui disant... alors Montebourg dit, mais elle m'a dit, on ne fera rien sans vous. Mais ça veut bien dire quand même qu'il était informé du fait qu'il y avait des approches. Et on a du mal à imaginer quand même qu'un groupe comme Alstom, que le gouvernement n'ait pas des relais auprès de groupes comme Alstom. Qui dépendent entièrement de la commande publique. Qui dépendent en plus entièrement de la commande publique. Tout ce que vous dites est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Maintenant, ce qui me frappe surtout dans ce dossier, c'est la réaction ou la capacité de réaction de Arnaud Montebourg. Quelle a été sa réaction? Je dois dire que quand on regarde les choses il y a 10 ans et ce qui se passe aujourd'hui, on est quand même étonné. Il y a 10 ans, le ministre des Finances, qui est Nicolas Sarkozy, prend une décision et l'applique. Aujourd'hui, on a l'impression que l'État est absolument démuni. Il va chercher une solution allemande. Pourquoi une solution allemande qui constituerait d'ailleurs forcément une espèce de conglomérat européen qui serait anti-directives européennes et législation européenne? Donc on se dit, mais ça veut dire qu'on a couru derrière des solutions parce qu'on n'a plus, aujourd'hui, l'État n'a plus les moyens de sa politique ou de son ambition politique industrielle. Mais est-ce qu'il y en a une? Parce que Alstom, ça fait partie aussi des stratégies énergétiques de la France. Donc ça veut dire quand même... Non, Patrick Le Yarrick. Tout à fait. C'est la question de fond, au-delà des paroles de M. Montebourg. La question de fond, c'est qu'on a dans ce dossier-là tous les ingrédients du capitalisme financier d'aujourd'hui et de cette économie mondiale et de cette Europe qui fait de l'austérité et donc qui prive de débouchés alors qu'il y a tant de besoins. Et pourquoi il faut que l'État au moins prenne ce que laisse Bouygues, les actions que laisse Bouygues, au moins cela. Mais moi, je suis pour aller beaucoup plus loin. Je suis pour aller vers une appropriation publique et sociale. C'est-à-dire une nationalisation. Une nationalisation d'un nouveau type, en tentant de créer un pôle public du transport et de l'énergie. Parce que quels sont nos objectifs de demain? D'abord, on dit il y a un problème financier de 5 milliards. D'accord. Mais j'étais hier à Alstom. Les délégués m'ont expliqué que la seule commande aujourd'hui en wagons de rames et de trains, c'est largement cette somme à venir sur les 5 années à venir. Donc, il n'y a pas un problème de financement. Il y a un problème de financement immédiat, mais il n'y a pas un problème de financement à long terme dès lors qu'on mobiliserait les banques. Secondement, il faut créer les conditions de ce pôle public. Parce que l'avenir, c'est la transition énergétique. On a besoin de beaucoup plus de transports en commun. On a besoin donc de faire du train. On a besoin de faire des trams. Et l'avenir sur l'énergie, c'est des nouvelles machines pour les centrales nucléaires, pour les éoliennes de nouvelle génération, pour les hydroliennes. Et ça fait partie d'une stratégie industrielle d'un État, d'un gouvernement. D'un État, voire de l'Union européenne. S'il y avait, parce que la solution Siemens, aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, c'est vrai
que ce serait de la concurrence et de la bataille. Et donc, Siemens dit, vous gardez les trains parce que nous sommes plus compétitifs, je prends le pôle énergie. Mais il y a autre chose à inventer. Pourquoi on n'invente pas une coopération européenne, Alstom, Siemens, l'italien et l'espagnol, coiffés par une agence européenne qui managerait l'ensemble de ce pôle dans une perspective stratégique. Le débat aujourd'hui ne porte pas sur la stratégie. Il porte que sur l'argent, sur la finance. Mais c'est un discours dépassé, virtuel. Oui, mais tout est dépassé. Dans le système capitaliste, tout est dépassé. Mais ça ne marche pas, Virginie. Monsieur Le Yarrick, je ne vous ai pas coupé. Moi, ce que j'ai entendu ce matin, ce sont des représentants des syndicats qui disaient nous, ça nous va à peu près, on est d'accord. Donc ce que vous dites là, je ne comprends pas à qui ça s'adresse, à quoi ça s'adapte, quelle est la réalité. C'est fini. Il est plus temps de faire ces choses-là. Mais si, c'est fini. C'est triste peut-être pour vous, mais c'est fini. La question de la propriété des entreprises, pour moi, n'est pas terminée, puisque nous venons de vivre 2 mois où toutes nos entreprises passent sous pavillon étranger. Sauf que l'État n'a absolument pas. L'État n'a pas l'argent. Mais sauf que l'État n'a pas du tout. L'État a l'argent pour donner 38 milliards au bas mot aux grandes entreprises pour faire de l'exonération de cotisations sociales, mais n'a pas d'argent pour faire une stratégie industrielle qui préparerait l'avenir, qui maintiendrait l'emploi. Mais que nous raconte-t-on ? Ce qui serait bon pour les Américains ne serait pas bon pour les Français, alors que nous avons un fleuron. Mais que nous raconte-t-on, Virginie, franchement ? Moi, ça me semble plié. L'affaire est pliée. Arnaud Montebourg, ce matin, dit que ce n'est absolument pas plié. C'est plié. Non, ce n'est pas plié. Moi, je parie avec vous que c'est plié. Pour le moment, on fait du discours de retardement, mais techniquement, cette affaire, elle est ce qu'elle est, et donc, effectivement, l'accord avec General Electric se fera, et par conséquent, Alstom perdra progressivement sa nationalité française, sauf, pour le moment, c'est ça. En revanche, non, on ne peut pas comparer ce qui est de cotisations sociales qui vont être diminuées pour les entreprises avec ce que l'État pourrait mobiliser pour recapitaliser ou nationaliser. Cherchons d'autres financements. 70 milliards dans les paradis fiscaux, on ne peut pas en trouver 5 pour recapitaliser. Mais vous savez très bien que non. La preuve, on a une banque centrale européenne, elle a donné 1000 milliards aux banques. On ne peut pas faire quelque chose. Regardez ce que peut faire la Banque publique d'investissement. Par exemple. Revenons à la politique peut-être. Moi, je suis un tout petit peu émerveillé par cette histoire de... On fait du mécano-industriel. C'est à l'État de prendre un peu en Allemagne, un peu un machin. Voilà, je pense que c'est très bien, vous pouvez rêver là aussi, mais on est loin du fonctionnement réel de l'économie d'aujourd'hui. De l'économie capitaliste. Mais est-on enfermé dans cette économie-là ? Oui. Le capitalisme financier, Roland. Nous sommes enfermés dans une économie capitaliste mondialisée. Regardez le monde réel. Dans cette économie capitaliste mondialisée dans laquelle nous vivons, il y a des entreprises qui sont mieux gérées que d'autres. Et ces dernières années, Alstom... Mais des entreprises aussi. Des entreprises. Alstom a été mal gérée. Alstom a été mal gérée. Si on regarde les résultats d'Alstom sur le marché mondial... Elle s'est redressée. Elle s'est un peu redressée, mais si vous... Pas suffisamment. Non, franchement, non. La preuve, c'est qu'ils sont absolument dans la nécessité totale d'une alliance. Dans l'absolu. Même sans le retrait de Bouygues, ils sont dans cette nécessité. Enfin, écoutez, on parle de fleuron. C'est un fleuron qui a sacrément besoin d'être amélioré. Le problème, c'est pas qu'il y ait du travail pendant 10 ans. Le problème, c'est qu'on continue à faire des matériels et des offres qui soient compétitives et innovantes. Elles le sont de moins en moins. On a besoin d'entreprises plus innovantes. Et moi, quand on me dit que c'est l'État qui va être chargé de l'industrie, l'État n'est pas fait pour être responsable de l'industrie. C'est le rôle de l'État. Franchement, il y a deux façons de voir les choses. Quand François nous parle de partir à l'étranger, nos entreprises, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le capital des entreprises doit être français ? Ou est-ce que, de toute façon, les lois européennes ne font pas en sorte qu'il faut qu'il soit plutôt européen que français ? Et est-ce que, d'autre part, le fait qu'on travaille sur le sol français et qu'on fasse travailler des salariés français n'est pas au moins aussi important que le capital. Après tout, la moitié des entreprises du CAC 40 sont déjà à capital majoritairement étrangers. Mais oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on est dans un moment où on peut encore faire comme si on était, à la Marine Le Pen, partisan de faire que ça soit l'intérêt national seul qui prime dans les stratégies capitalistes ? Non, d'abord, il ne faut pas
perpétuellement dire ce point de vue-là et le point de vue de Marine Le Pen, donc il est parfaitement discrédité. J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est sur le débat politique, elle le dit, elle. Oui, enfin, on sait très bien quand même qu'il y a des secteurs qui sont stratégiques comme d'autres qui ne le sont pas. Il se trouve que les turbines d'Alstom, elles font fonctionner, comme le dit Patrick, nos centrales nucléaires notamment. Mais à partir du moment où l'Europe, effectivement, arrête son nucléaire, notamment en Allemagne, il y a moins de commandes de turbines, évidemment. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, lorsque la majorité du capital cesse d'être nationale, la décision ne l'est plus non plus. Donc, au bout d'un certain temps, la décision, elle n'est plus celle qui sentimentalement est attachée aux salariés français. C'est comme ça. Et oui, bien sûr. Même s'il y a aujourd'hui 18 000 salariés de General Electric en France. Quel est le rôle de l'État? Et est-ce que ce matin, on entend Arnaud Montebourg qui dit ce n'est pas plié? On va écouter Emmanuel Valls qui lui aussi dit on a été entendu. Écoutez-le, puis vous répondrez à la marge de manœuvre du gouvernement. L'accélération brutale de ces derniers jours n'était pas acceptable. Et nous l'avons fait savoir. Aucune discussion exclusive, et c'est ça qui me paraît essentiel avec GE, n'a été décidée. Et Alstom se donne un mois pour analyser les différentes options et se concentrer sur ce sujet-là et se concerter avec nous. Nous avons été entendus, c'est ça qui me paraît essentiel. Notre priorité, c'est l'emploi, ce sont les investissements dans notre pays. Et c'est notre indépendance énergétique qu'il nous faut évidemment préserver. Nos demandes sont légitimes et la discussion, maintenant, elle peut s'ouvrir. Enfin, c'est des mensonges, c'est un discours qui est en arrière de la main. Il peut toujours dire qu'il pèse sur le jeu, c'est fini. Même si apparemment... Le conseil d'administration a quand même voté hier pour General... Le calendrier est officiellement assoupli, on donne un peu des délais, on dit que... Mais c'est fini. C'est des discours qui ne servent plus à rien, c'est des rodomontades. Comme dit Jean-Christophe Cambadélis, passons à autre chose. Mais en fait, c'est ça. Mais malheureusement, Alstom est à l'image de l'état de l'industrie française aujourd'hui. On vous dit fleuron. Oui, fleuron. Eh bien, comme l'industrie française, qui, depuis 2001-2002, a perdu 500 000 emplois industriels. Et bien voilà. Et dont les marges sont écrasées, dont les moyens d'investissement, on sait très bien, investissement en recul, etc. Vive les 35 heures et tout ce qui a été fait. Non, ça n'a rien à voir avec les 35 heures. Bien sûr. Mais naturellement, tout ça a à voir. L'état de l'industrie française, il a à voir avec une situation générale, évidemment. Non, mais il a à voir avec le fait que nous avont eu un patronat qui n'a pas fait des choix stratégiques d'investissement, de recherche et d'innovation. On fait les autres. C'est pas par hasard si l'industrie est partie de la France. C'est pas parce qu'il y a eu des méchants gouvernants. C'est parce que réellement, on n'a pas eu en France un patronat capable de mener cette bataille. On ne va pas réinstaurer une métallurgie ou un textile français. C'est trop tard. Si les torts étaient tous d'un seul côté, ça se saurait. Mais c'est pas d'un seul côté. Ben non, mais ils sont bien partagés. C'est pas d'un seul côté, mais il n'y a pas de, c'est vrai, il n'y a pas de stratégie industrielle depuis très longtemps. Dans le cas d'Alstom, ça appartient à qui réellement Alstom? Parce que vous me contestez, mais ça appartient à qui? Alstom, c'est la commande publique. Alstom, c'est des ingénieurs, c'est des ouvriers, c'est des employés, c'est des techniciens. C'est ça qui font la richesse de l'entreprise. On perd ceci. On perd une partie de la souveraineté économique de notre pays. Or, et pour une question qui a à voir avec le bien commun demain. On ne peut pas un jour se plaindre d'un nuage de pollution au-dessus de Paris et ne pas s'engager dans un processus qui permette la transition énergétique, la transition écologique, ce que permet cette entreprise. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Et la question du financement, elle est importante, mais elle est secondaire au regard de ce qui est à venir dans 10 ans. Secondaire. La question du financement, elle est essentielle et fondamentale. Elle est essentielle, mais elle est secondaire. Vous ne vouliez pas trop penser que c'est prédominant, mais c'est la question qui se pose. Ils ont besoin d'argent, ils ont été en chercher, ils ont D'accord, Virginie. C'est fini. Mais il y a une autre solution. Si le système bancaire
est d'accord de faire du crédit à bas taux d'intérêt, si la Banque européenne d'investissement, si on mobilise la Banque publique d'investissement, 5 milliards, faire du crédit de 5 milliards aujourd'hui, on va le retrouver avant 5 ans d'ici. Oui, un mot, puis après on passe à Ségolène Royal. Si le problème du financement n'est pas le premier, est-ce que vraiment le problème de la propriété est le premier? Est-ce que le problème, c'est pas celui plutôt d'un État qui sache donner des orientations, définir des normes, des règles en matière de transition énergétique, par exemple? Mais pourquoi en revenir à l'idée de nationalisation? Il y a tout de même aussi un système capitaliste. 3 minutes. Allez, intéressant, c'est qu'il n'en a même pas les moyens. Mais il ne faut pas seulement nationaliser. Il ne faut pas seulement nationaliser. Pour moi, il faut nationaliser dans une visée stratégique, y compris en cherchant des coopérations européennes. Parce que moi, je crois qu'il faut chercher des complémentarités et des coopérations européennes et arrêter la guerre économique. C'est ça qui nous tue. Allez, on s'arrête sur ce sujet. La une du Monde, quand même, qui sera en kiosque tout à l'heure, c'est Patrick Cron qui assume le démantèlement. Tout le monde assume. Voilà, il assume le démantèlement d'Alstom. Voilà. Un monde de gens qui assument énormément. Voilà. Ségolène Royal, vous vouliez parler de Ségolène Royal, François, qui assume elle aussi son alternative à l'écotaxe. Donc, non, mais elle est pas. François assume son amour pour Ségolène Royal. Non, non, mais elle est parfaite. Ah bah voilà. Donc elle veut instaurer des péages. Elle réinvente les frontières françaises. Voilà. Enfin, quelqu'un qui réinvente les frontières françaises. Et donc, au lieu de payer des octrois à l'intérieur du territoire, ce qui était quand même le phénomène absurde de l'écotaxe, qui heureusement a provoqué les Bretons et les bonnets rouges qui ont eu bien raison de se révolter, eh bien, grâce à ça, on va avoir un résultat. Alors, maintenant, le débat est ouvert. Oui. Ça veut dire, est-ce que la proposition qu'elle fait donc d'une vignette imposée aux transporteurs routiers étrangers qui viennent sur notre territoire à la frontière va être possible dans le cadre du grand marché unique, de la liberté de circulation, etc. Ça, c'est passionnant. Mais au moins, elle soulève un vrai sujet. Oui. Et quand on le soulève sans elle, évidemment, on n'est pas entendu. Oui. Je vois que c'est un... C'est vrai que, je ne sais plus qui disait, on entend plus parler d'elle en quelques jours que de son prédécesseur en plusieurs mois. Cette idée, donc, du Mais c'est lié au sujet précédent. Oui. Parce que, d'une part, cette affaire de pollutax, il faut quand même regarder de quoi il s'agit exactement, du point de vue de la pollution, du point de vue de la sécurité sur nos routes et nos autoroutes. Ça, c'est un sujet. Mais il y en a un second qui est lié à Alstom. Pourquoi on ne développe pas plus le fret ferroviaire? On aurait moins de camions sur les routes, moins de pollution et plus de sécurité. Et ça, c'est un grand... Quand on apprend qu'on est en train de fermer une des lignes de fret, un des transports de fret quotidiens entre Perpignan et le marché de Rungis, il y a de quoi s'inquiéter. On mettra des camions supplémentaires sur les routes avec les conséquences dramatiques. Donc il y a des vrais problèmes. Oui, de réorientation. Et donc, il faut des mesures incitatives et dissuasives. Ouais. Roland, au volant de votre camion. Non, mais moi, justement, je suis venu dans ma diligence et je vais repartir... avec votre voilier. Avec mon voilier sur le lac de Boulogne. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, Roland, pas avec le voilier à cheval. Ça fait des décennies qu'on dit qu'il faudrait relancer le fret ferroviaire. Et moi, j'aimerais bien, comme j'aime bien ma diligence, mais il est clair que le marché n'est pas là. C'est sûr. Mais il suffit de traverser la France en train et de voir le nombre de gares désaffectées. La volonté de ceux qui transportent, c'est hélas de plus en plus de routes, de plus en plus de transports routiers. Et on est en phase, on ne peut pas non plus imposer au marché la réalité dans laquelle il vit. Parce qu'on a organisé sciemment une concurrence route-rail. Malheureusement, la SNCF le fait à l'intérieur de sa propre entreprise. On parle en 2014. Mais oui, mais moi aussi, je ne suis pas, ne croyez pas que je suis dans un monde qui n'existe pas. C'est presque fini. Allez, Virginie. Moi, je voudrais saluer Ségolène Royal. J'adore son côté transgressif, son côté incohérent, parce qu'elle dit une chose et son contraire. Elle dit oui, c'est les camions étrangers, mais ce n'est pas que les camions étrangers. Elle dit oui, on va remettre à plat. Enfin, elle dit finalement tout, le contraire de tout. Finalement, elle va quand même attendre les résultats de la commission sénatoriale et de la mission d'information. C'est bien, on parle d'elle. Voilà, mais elle parle d'elle, elle existe, les gens l'aiment bien, elle bouscule les lignes, elle est comme elle a toujours été. Voilà, elle est revenue dans le jeu et elle va bien nous le faire comprendre. Voilà. Pour finir, c'était Carla Bruni dans le talk-show d'Hélène de Généresse à propos de son mari, le dénommé Nicolas Sarkozy. A-t-elle envie qu'il revienne au pouvoir? You want him to be president again? No, I want him to be happy, and I care about my country. But as a woman, you know, I wish he wasn't going back. As a
French citizen. Yeah. you wish he was going back. I don't see myself saying, don't do it. Yeah. You know, if he was trying to do it. He's in the audience watching you rehearse, and I thought that was so cool. I mean, it's just... He's so cool. Yeah, he's a cool guy. Oh, yeah. He's a really cool guy. So cool. He's so cool. He's so cool. C'est pas tellement l'idée qu'on en a, mais enfin bon, il est peut-être devenu très cool, mais il n'a pas été très cool toutes ces dernières années. Non, mais là, en Ça tout dépend cas... avec qui, peut-être. Ah non, mais aujourd'hui, il peut l'être. Hein. Franchement, devant le spectacle que Hollande lui donne depuis 2 ans, c'est très, très cool. Donc voilà, elle n'a pas envie en tant que femme, mais en tant que citoyenne, oui. Et puis un mot sur le sondage. La droite a envie qu'il revienne, ça, je sais pas. Est-ce que la droite est très cool à l'idée qu'il revienne? C'est pas si sûr. C'est pas sûr. Le sondage qui concerne les européennes, 13% pour le PS dans le sud-est. Ce soir, débat sur LCI entre Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Renaud Muselier et Vincent Peillon. Vincent Peillon, crédité de 13%, donc l'UMP serait à 28% et le Front National à 23%. Un commentaire, un sondage qui... C'était déjà une région très mauvaise pour le Parti Socialiste. Ouais. Et Peillon n'est que fait qu'un point de moins que la dernière fois. C'est dire que c'est en train de se... Ouais. 3 points de moins 3 points de moins Non, 1,9 la vérité. Non, c'est quand même très... Voilà, c'est une région qui est une région en perdition. Mais il sera élu. Il sera élu. Lui, à titre personnel, il sera élu. Donc, il est à 13 et avec des écolos qui sont à 11 juste derrière lui. Oui, c'est inquiétant. La 3e place n'est même pas acquise pour eux. C'est préoccupant, Virginie, mais juste une petite remarque. Ce serait mieux qu'il y ait un débat avec tous les candidats et seulement pas avec 3. Là, passer le message. Je ne peux que souscrire à votre proposition. Voilà. On devrait tous être à égalité dans le débat. Mais il y aura je crois qu'il y a des temps de parole, absolument. Merci à tous les 4, le journal tout de suite sur LCI.